Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans le premier regard croisé de la Hard Leadership University. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Geneviève Ferron. Bonjour Geneviève. Bonjour Céline. Bienvenue parmi nous. Et Guillaume Desnaux. Bonjour Guillaume. Bonjour Céline. Ravie vraiment de vous accueillir. Je suis Céline Masse et je suis cofondatrice de Love for Livre, un projet autour des livres, des émotions et des sciences cognitives pour changer le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que la Hard Leadership University ? C'est une université indépendante soutenue par la Jean-Noël Torel Fondation. Elle a pour but de faire émerger un mouvement de leaders qui décide, qui dirige et qui innove par le cœur pour répondre aux défis très nombreux du XXIe siècle. Elle propose un parcours de transformation de 18 mois, du cœur aux actes, pour les dirigeants et les dirigeantes, des programmes de recherche-action autour du leadership, du pouvoir, des ressources. Allez sur le site de la Hard Leadership University, vous trouverez une bibliothèque, des conseils de lecture, et puis des événements publics. Et tout cela concourt à accompagner les dirigeantes et dirigeants qui souhaitent instaurer un nouveau rapport à eux-mêmes, à la société et à leur organisation. Regard croisé, c'est un rendez-vous qui sera très régulier, qui conviera des dirigeantes et dirigeants auteurs, très variés, des personnes qui se sont, comme Geneviève et Guillaume, affranchis de la seule raison comptable pour mettre en pratique l'intelligence du cœur, tisser des liens féconds au sein des collectifs qu'ils embarquent et dans lesquels ils s'engagent. Merci encore d'être là parmi nous. Alors Geneviève, vous êtes docteur en droit, vous êtes une experte réputée de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, et du développement durable. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Le Crépuscule fossile en 2015, et dont un livre dont on va parler aujourd'hui, qui est Bienvenue en Transhumanie, avec Jean-Didier Vincent, biologiste, paru en 2011. Vous avez co-créé et dirigé aujourd'hui le cabinet de conseil Profil, un cabinet qui fait de la recherche, du conseil en stratégie, une entreprise à mission dont la raison d'être et d'ouvrir la voie pour accélérer la contribution des entreprises au bien commun. Guillaume, vous êtes entrepreneur social et auteur. Vous avez d'abord créé en 2008 une plateforme Alvarom et la Course des Héros qui ont véritablement importé un nouveau canal de levée de fonds pour les associations en France. En 2016, vous avez créé À l'Envie, une entreprise sociale à mission dont la raison d'être est d'humaniser l'accompagnement aux personnes âgées, notamment via les auxiliaires de vie dont on parlera. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui traitent tous du rôle de l'entreprise et de la notion d'impact positif, dont Impact et si les entrepreneurs avaient leur serment d'Hippocrate en 2020. Et puis, un livre dont on va parler aujourd'hui, La Société du lien, paru il y a quelques semaines, donc en 2021, aux éditions de l'Aube, avec Thibaut de Saint-Blancard et Clément Saint-Olive. Merci d'être là et nous démarrons ce regard croisé. Alors pour commencer, on va entrer dans la société du lien. Peut-être une question pour vous Geneviève, vous avez un parcours émérite très remarqué, vous avez fait diverses choses, travaillé pour le secteur privé, le secteur public, enfin beaucoup de choses différentes, la diversité marque votre parcours. Au fond, quel a été le lien aux autres dans ce parcours à la fois émérite et aussi très divers ? Alors, bonne question. Parcours émérite, c'est quand on prend de l'âge qu'on a un parcours émérite. Alors, je vais quand même répondre à la question. Je pense qu'il y a deux mots qui me viennent en tête, parce qu'au fond, j'ai travaillé d'abord aux Nations Unies, c'est vrai. Après, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai monté des entreprises, j'ai travaillé dans des entreprises. Peut-être que ça serait deux mots. Ce serait la curiosité et l'empathie. Enfin, c'est difficile de se définir soi-même comme une personne empathique, mais je suis curieuse des autres et je suis curieuse de mon époque. Donc il y a une forme d'appétit, peut-être je dirais, de curiosité, d'appétit plutôt que d'empathie, je ne sais pas. Mais et cette idée aussi que finalement c'est créer des passerelles qui est intéressant, c'est de faire passer les idées, c'est de faire se rencontrer les personnes, c'est d'imaginer que personne ne détient ou un groupe ne détient pas une vérité éternelle, seul au milieu de nulle part. Donc peut-être que c'est ça la réponse. Merci beaucoup, on reparlera de l'empathie tout au long de la discussion. Guillaume, nous nous étions croisés il y a de cela, j'ai honte de le dire, il y a 20 ans. Un peu moins. Un peu moins. Chez un éditeur, et c'est vrai que vous racontez d'ailleurs dans la Société du lien qu'au fond, vos études ne vous prédestinaient pas nécessairement à créer À l'Envie ce que vous avez fait. Donc, quel a été le lien finalement dans tout ce parcours ces dernières années ? Qu'est-ce qui vous a animé en cohérence ?
C'est peut-être un peu banal, mais je pense que c'est à la fois des rencontres, parce qu'en l'occurrence, je travaillais chez un éditeur parce que j'avais rencontré un de ses cadres dirigeants sur un bateau, donc vraiment la rencontre fortuite. Et puis, je pense à un intérêt pour l'objet, la cause derrière, les livres, la connaissance, évidemment. Si on est là aujourd'hui, je pense qu'on partage tous cet attrait. Et puis, dans les expériences d'après, voilà, c'est toujours un mix entre la rencontre de certaines personnes et la rencontre d'une cause qui a fait que j'ai pu travailler effectivement dans la collecte de dons pour les associations, puis l'accompagnement des personnes âgées, le secteur du prendre soin. Et justement, alors je me tourne vers vous, par rapport à la société du lien, c'est difficile peut-être de le synthétiser, mais comment vous définiriez quand même cette société du lien dont vous parlez dans le livre ? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est le terme société a plusieurs sens. Et pour nous, et c'est un peu le cheminement qu'on a suivi dans le livre, ça a 3 sens, c'est-à-dire la société en tant qu'entreprise, la société en tant que secteur et la société avec un grand S dans son ensemble. Et donc nous, d'abord, la Société du Lien, c'est un lien avec Thibaut et Clément, 2 amis d'école. Et on se retrouve en 2016 à se dire, en fait, il y a des personnes âgées qui ont des difficultés à être bien accompagnées. On voit autour de nous qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous, on a des postes confortables dans des grands groupes ou moins grands. Comment finalement notre volonté d'agir et nos capacités, eh bien, on va les mettre un peu en phase. Et donc on commence à réfléchir. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on avait pas mal de prévenances autour de nous, de gens qui disaient attention, vous êtes 3, vous avez tous fait la même école, vous avez les mêmes compétences, ne lancez pas une entreprise ensemble. En plus, dans un secteur où on ne gagne pas beaucoup d'argent, vous allez vous marcher dessus, ça ne va pas marcher, etc. Et donc la première chose, c'est qu'on a fait confiance, je pense, aux liens qui étaient préexistants, mais qui se renforçaient entre nous face à ce sujet qu'on creusait ensemble, qui était le secteur du prendre soin. Et donc, il y a un premier acte de faire confiance un peu au côté intuitif, aux liens, plutôt qu'à une rationalité, comme on voit maintenant certains documents de présentation de start-up où il y a quasiment les codes, vous savez, les lettres du test MBTI de chaque fondateur pour montrer la complémentarité. Nous, on est sortis de ce cadre-là en faisant confiance à notre intuition, à qui on était. Et puis, en faisant ça, on a découvert la société du lien au sens d'un secteur, c'est-à-dire ces centaines de milliers de personnes qu'on connaissait mal, qui font le job au quotidien d'accompagner les personnes âgées et qui travaillent dans des conditions à la fois très précaires et surtout selon un paradigme très tayloriste où au quotidien, on ne leur laisse pas l'autonomie d'organiser eux-mêmes leur travail. Il y a des gens dans les bureaux qui leur disent à quelle heure ils doivent aller chez monsieur un tel, chez madame un tel, et on les prive finalement de la capacité à décider, à prendre des initiatives qui sont pourtant leur quotidien. Parce que quand on accompagne une personne âgée, en réalité, on a un pouvoir énorme, on a une responsabilité énorme, et on a fait le constat qu'on avait créé des organisations qui empêchent ce pouvoir, qui empêchent cette formidable empathie, cette formidable potentialité humaine qu'on découvre chez toutes les auxiliaires de vie. Elle est empêchée par les structures organisationnelles, alors qu'elle pourrait au contraire être poussée, être développée. Et donc on s'est dit comment on va créer une organisation qui aide cette empathie à se développer. Donc on a commencé à cheminer, à s'inspirer d'un modèle aux Pays-Bas qui est très précurseur dans le domaine, qui organise en équipe autonome le service d'auxiliaire de vie. Et puis en faisant ça, on a rencontré plein d'autres gens dans notre secteur, on a créé un collectif, je ne vais pas tout raconter là, et on a fait tout un chemin depuis 5 ans qui est passionnant et qui nous a aussi amené à regarder la société du lien au sens de la société dans son ensemble. Parce que ce qu'on arrive avec d'autres à faire dans notre secteur, où il y a aujourd'hui des dizaines de structures d'aide à domicile qui changent radicalement leur modèle d'organisation pour revaloriser les professionnels, où on sent vraiment qu'il y a des choses qui se passent, eh bien on pense que ça pourrait en réalité changer beaucoup de secteurs et aussi que ça pourrait apporter peut-être ce qui nous manque aujourd'hui, un récit positif face à tous les constats environnementaux, sociaux, négatifs qui nous préoccupent tous au quotidien. Eh bien, se remettre en lien, cultiver l'humain, ça nous rapproche tous. Toute idéologie et religion confondues, il y a peu de gens qui n'aiment pas échanger avec l'autre, rentrer en empathie, qui n'aiment pas cultiver ça. Et donc on s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et donc, d'où ce livre et ces 3 termes du sens qu'on peut donner 3 sens qu'on peut donner à la société du lien. Une société du lien, donc polysémique, effectivement. Geneviève, quel regard vous portez sur cette expression et puis sur sa mise en pratique très concrètement ? La société du lien, alors je ne vais pas reprendre les 3 niveaux qu'a évoqué Guillaume, mais c'est de mon point de vue, c'est tout simplement la vie quotidienne. C'est-à-dire, je n'imagine pas, pour le moment, à moins que peut-être que demain, quand on basculera dans une réalité virtuelle, on l'évoquera peut-être plus tard, mais en tous les cas, dans nos échanges, je dirais les plus triviaux, les plus simples, jusqu'à nos échanges
amicaux, amoureux, nos échanges intellectuels. Dire qu'on a besoin de liens, enfin dire du tout petit enfant, voilà, jusqu'à notre dernier souffle. Ce qui nous caractérise, c'est les liens et l'enrichissement des liens et la complexité des liens qu'on peut tisser au cours de sa vie. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est une respiration. Voilà, c'est un peu comme si privé de liens, c'est comme être privé de respiration. Donc, c'est d'une rare évidence et pourtant, on voit que cette société du lien est très attaquée. Donc, ça ne va plus forcément de soi. Mais voilà, pour moi, c'est une évidence. C'est de la respiration et c'est ce qui fait qu'on grandit à tout âge et on arrive à tout simplement, oui, à exister en tant qu'être humain avec toute cette fragilité, cette richesse, quoi. Voilà. Alors justement, je viens à Bienvenue en Transhumanie aussi, hein, donc le livre dont on parlait tout à l'heure, qui date de 2011. Vous parlez notamment, le sous-titre, hein, c'est sur l'homme de demain. Ça, c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire. Au fond, cet homme de demain, est-ce que les liens qu'il tisse avec les autres sont attaqués? Vous en parlez dans le livre. Et une autre question qu'on se pose, il date de 2011. Est-ce que le constat que vous faites, que vous allez sans doute nous décrire à grands traits, est toujours d'actualité? Alors, ce livre a été écrit effectivement avec Jean-Didier Vincent, il est sorti en 2011, et en fait, je le fais très court, mais quand j'avais écrit 2030, le crack écologique, j'avais, à la fin de ce livre, du premier livre, je m'étais lancée dans quelque chose qui dépassait largement ma zone de compétence, qui était de dire, il y aura peut-être une spéciation de l'espèce. C'est-à-dire, il va y avoir peut-être ceux qui pourront s'augmenter et qui pourront traverser tant bien que mal et se projeter dans un nouvel âge d'or, parce qu'ils seront augmentés voilà, dans tous les sens du terme, ils vivront dans des bulles, ils auront des capacités cognitives ou voilà. Et puis il y aura les damnés de la Terre, il y a tous ceux qui vont subir de plein fouet toutes les transformations extrêmement brutales, le changement climatique, enfin tous les premières manifestations d'effondrement de notre civilisation, et ceux-là, forcément, ils ne vont pas embarquer. Et donc, mon éditeur m'avait dit, oh là là, tu sors un peu de ta zone de confort, là, peut-être que tu demandes à quelqu'un si ça a du sens. Et je m'étais tournée vers Jean-Didier Vincent, et je lui ai posé cette question en ces termes, et Jean-Didier m'avait dit, mais oui, c'est évident, il y aura une spéciation de l'espèce. Alors là, j'ai dit, ça vaut peut-être la peine qu'on en discute. Et l'idée de Bienvenue en Transhumanie, elle est partie de cette idée qu'il y aurait peut-être une spéciation justement vers l'homme de demain qui serait un homme augmenté. Et donc, forcément, qu'est-ce qu'il gagne et qu'est-ce qu'il perd? Donc, on n'a pas voulu avoir un regard a priori complètement négatif, mais on voit bien que 10 ans après, même si on sent que le livre est un petit peu daté sur certaines dénominations, acronymes, etc., qui ont été revisitées, on voit bien que la tendance à l'augmentation, elle est réelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tendance au forçage technologique. Et on fait bien la différence entre s'augmenter, c'est très bien si on veut vaincre le handicap ou combattre le handicap ou la vieillesse ou la maladie. Mais après, il y a une limite, il y a la limite un peu qui a été très bien restituée dans des livres de science-fiction ou dans des magnifiques œuvres cinématographiques. À quel moment on met notre humanité et notre capacité de faire des liens en péril? Et là, on bascule dans quelque chose qui est une terra incognita. Et dans la vision qu'on en avait, on mettait le point d'honneur à dire attention, durer n'est pas créé. C'est-à-dire que l'homme augmenté, il peut s'augmenter pour durer le plus longtemps possible, mais qu'est-ce que ça veut dire de son envie de vivre, de ses pouvoirs de création, de ses pouvoirs de connexion aux autres, voilà, de l'empathie. Et on est augmenté, mais sur quoi? Et pourquoi faire? Et ces deux questions-là, ça reste des questions qui seraient immenses, auxquelles on n'a pas donné réponse. Voilà. Effectivement, vous parliez de la limite, c'est-à-dire à quel moment on s'arrête. Comment on peut définir cette limite, à votre avis? Et j'en profite pour resaluer toutes les personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont connectés, et il y a des questions que vous pouvez poser dans le chat, bien sûr, qu'on prendra au fur et à mesure de la rencontre. Donc Geneviève, comment est-ce qu'au fond on définit cette limite? C'est pas si évident. Non, c'est pas si évident, et en plus j'ai l'impression qu'elle se déplace. Parce que comme je le disais, l'homme de demain, l'homme augmenté, on voit très bien les soldats, les sportifs, les guerriers, enfin, même d'être mettre des lunettes, ça m'augmente. Hein, voilà, une prothèse auditive, c'est tout simple. Donc demain, si c'est pour permettre au handicap d'être soigné pour ceux qui ne peuvent pas marcher ou les aveugles, c'est très bien, qui ne le voudraient pas, et comment est-ce qu'on pourrait l'empêcher? Là, on parle d'hommes augmentés quand on bascule dans ce que je dirais la géo-ingénierie de l'humain.
C'est-à-dire que c'est une augmentation qui dépasse largement la réparation d'un handicap. Et c'est quasiment... c'est Faust, quoi. C'est cette idée d'immortalité, de toute puissance que l'on ramène à soi. Et ben, quand est-ce qu'on passe la limite? On passe la limite quand on ne fait plus société, comme dit Guillaume, quand on est hors sol, quand on fait sécession, quand on n'est plus parmi les humains. Donc on a un projet personnel ou un projet démiurgique. Et à partir de là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de nous? Et cette question-là, et toutes les augmentations possibles, elles restent complètement pendantes. Donc voilà, je pense que c'est quand on se sépare, à partir du moment où on se sépare, où on fait plus société, on passe la limite. Mais on peut considérer que les limites aussi sont celles de limite de nos corps physiques, et qu'on est juste des apprentis sorciers, et que c'est du bricolage tout ça, et que finalement on ne fait rien que bricoler et se faire peur, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on joue dangereusement à se faire peur. C'est très intéressant parce que ça va au cœur aussi de ce que vous faites, Guillaume, avec À l'Envie, et vos associés, bien sûr, c'est-à-dire travailler sur la vulnérabilité, et en humanité, la vulnérabilité, les personnes âgées, la fin de vie. Comment vous voyez cette histoire, si j'ose dire, d'hommes et de femmes augmentés? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous le voyez comme un péril absolu? Comment vous vivez ça par rapport à l'envie, justement? Alors, effectivement, moi je pense que la tentation faustienne, enfin, elle est consubstantielle à l'homme, que l'homme ait envie de dépasser ses limites, c'est naturel, et je pense qu'on ne peut pas lui enlever ça. Maintenant, sans doute que ça doit être contrebalancé par une autre, presque tradition, mais une autre manière de voir le monde, qui est d'accepter les limites, et de voir tout ce qu'il y a de beau parfois dans la fragilité, dans la vulnérabilité, et c'est effectivement ce que les échanges entre les auxiliaires de vie et les personnes âgées, ou les personnes en situation de handicap, nous apprennent au quotidien. Et là où par contre il ne faut pas se tromper, c'est que je sens doute que le transhumanisme aujourd'hui et toutes ses composantes sont aujourd'hui un discours autoréalisateur auquel on est soumis, et qui impacte mais de manière colossale la planète, les flux d'argent, etc. Et nous, notre ambition modeste mais à la fois immodeste, c'est de proposer avec la Société du Lien un autre discours autoréalisateur. Parce que je pense qu'on lutte contre un discours autoréalisateur, malheureusement peut-être, je ne sais pas, mais avec un autre discours autoréalisateur. Et nous, ce qu'on a vu avec déjà à notre petite échelle en quelques années, c'est que quand on a lancé notre société avec mes amis, voilà, nous on avait fait HEC 15 ans avant, etc. On avait plutôt des gens autour de nous qui nous regardaient bizarrement, parce qu'on est rentré dans un secteur qui avait été fait, je le disais tout à l'heure, qui ne gagne pas d'argent, peu d'argent, qui est fait pour réparer ce qui finalement la société laisse de côté. Et aujourd'hui, je sens que déjà, je perçois des signaux faibles. Les gens autour de nous, on change un peu de regard sur ce qu'on produit collectivement. Et puis, je me caresse même le rêve, et je prédis de manière autoréalisatrice, si possible, qu'en fait, nous sommes le high-tech de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du care, on voit bien que la promesse d'une surabondance technologique ou de la surconsommation, elle ne peut plus souder aujourd'hui les sociétés. Et que par contre, la promesse d'une société qui prend soin des êtres humains dans toutes leurs composantes, qui prend soin de la nature, bah peut-être que là, il y a une prédiction autoréalisatrice qu'on peut opposer, en tout cas avec laquelle on peut compléter un discours autoréalisateur sur les promesses de la science. Et surtout, on peut le cadrer pour que les promesses de la science se cantonnent à ce qui est vraiment vertueux, et, voilà, et ce qui est intégré dans une vision voilà, je dirais plus globale, et de préservation, de prendre soin de l'être humain. Donc cette notion du care, du prendre soin, je pense qu'elle est très puissante, et que voilà, aujourd'hui, il faut croire, tous ceux qui travaillent dans ce secteur, tous ceux qui à leur échelle essayent de remettre de l'humain, qu'en fait on préfigure l'avenir, et non pas qu'on est là en train de réparer ce que la société laisse de côté. Sinon on n'arrivera jamais à pousser ça plus loin. Geneviève, vous voulez réagir peut-être? Oui, je réagis parce qu'on a toujours l'impression que dans le secteur dans lequel travaille Guillaume, c'est un peu des invisibles. C'est tous ceux qui sont un peu dans les décombres, voilà, qu'on ne voit pas, et qui sont les petites mains qui s'affairent pour remettre tout simplement un peu d'humanité, un peu d'apaisement, un peu d'attention et de proximité. Et ces personnes-là, on ne les voit pas, et on a une idée, quand on parlait d'imaginaire, on a une idée que finalement, en écoutant la grande solitude des vieilles personnes, on peut aussi imaginer de mettre le robot Astro d'Amazon, mais ça, c'est pas nouveau, cette idée que ça se fait déjà. On peut mettre un petit robot à côté d'une personne âgée, et puis et on voit que si on n'y prend pas garde, on aura des réponses entre guillemets littéralement déshumanisées,
qui seront peut-être plus efficaces, j'en sais rien. Hein. Mais, enfin, si, je pense qu'elles ne seront pas plus efficaces. J'en sais quelque chose. Mais au fond, c'est compliqué de revenir vers l'humain quand on a envie de dépasser les limites. Quand on vous dit tout simplement, l'hybris, c'est ça qui nous excite. Quand il y a une limite, on a envie de la dépasser. Revenir à la tempérance, à ce qu'appelaient les Grecs, appeler la tempérance. C'est-à-dire reconnaître que dans nos limites, il y a quelque chose d'intense à vivre et d'extraordinaire à vivre. Il faut quand même arriver à un niveau de maturité et d'acceptation et puis de confiance. Donc, mettre de la technologie est une façon aussi de masquer nos faiblesses et de ne pas nous coltiner avec ce qu'est l'humain dans toute sa complexité. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à creuser dans l'éducation et la connaissance. Parce que finalement, nous, on s'est rendu compte que dans nos métiers, finalement, les professionnels étaient très peu formés, notamment sur ce qui fait 99% de leur métier, qui est la dimension humaine. Donc tout ce qui est empathie, gestion de la collaboration, de la communication, ce qu'on appelle vulgairement les soft skills. En fait, aujourd'hui, vous êtes cadre à la défense, on vous biberonne de soft skills pour pas qu'un jour vous cassiez votre ordinateur sur la tête de votre voisin. Et vous êtes auxiliaire de vie dans le métro toute la journée avec des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, des aidants familiaux qui sont en burn-out, eh bien, vous avez 0 formation en soft skills. Et donc nous, on a lancé des formations dans ce domaine-là qui sont très utiles évidemment, et en effet miroir, on s'est rendu compte à quel point nous, on en manquait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a la chance d'être en position de créer une entreprise, de lever des fonds et tout, parce qu'on a fait HEC. En fait, aujourd'hui, la société dans laquelle on vit est à l'image du système éducatif, c'est-à-dire que vous pouvez accéder à des compétences, à des postes de direction, des postes de pouvoir, par des compétences dites généralistes. Ces compétences généralistes sont d'ordre technique et économique, en gros. Mais les compétences dites humaines, soft skills, sont aujourd'hui des compétences d'ouvriers spécialisés et pas généralistes. Donc on s'est mis, dans la prédiction qu'on fait aussi, on s'est mis aussi à rêver qu'un jour, HEC et son pendant qui s'appelle les Hautes Études du Caire, que l'école polytechnique et son pendant qui s'appelle l'école polyempathique, et que des responsables de grandes équipes dans des entreprises, des responsables d'administration, soient des gens qui aient d'abord pratiqué l'humain dans leurs études, mais aussi dans leurs expériences, y compris ces métiers de l'accompagnement, et qui ensuite, qu'on mette ces personnes-là en capacité d'animer des équipes, parce que sans doute qu'ils apporteraient quelque chose de très différent, que le lien aurait une place beaucoup plus importante, sur un plan comparable à une forme de cartésianisme. Aujourd'hui, dans les entreprises, dans les administrations, on pense qu'il y a une réponse unique à tous les problèmes. Souvent, elle vient d'en haut, et puis, une fois qu'on l'a décidé, il faut l'imposer d'en haut. Alors que ce qui finalement a de la valeur, souvent, c'est plutôt le processus de dialogue, comment on a décidé ensemble, comment on a interagi ensemble, et à la limite, et qu'on ait adhéré à la décision. C'est ça aujourd'hui qui a de la valeur aussi dans les organisations, et qui nous permet, nous en tout cas, de faire changer des organisations dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées. Et donc voilà, c'est tout un changement aussi qui ne peut pas être juste. Il ne suffit pas de faire des constats, il faut changer profondément la manière dont le système, notamment éducatif, le système de valeurs, le système des imaginaires est organisé dans notre société. Et justement, alors c'est intéressant parce que tout le travail de la HLU autour de l'intelligence du cœur va plus loin que les soft skills, même l'intelligence du cœur, c'est encore plus profond. Ça pose des notions notamment d'empathie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, d'intuition et de courage. Le courage, qui vient d'ailleurs de cœur étymologiquement. Vous, Geneviève, et par rapport à ce que disait Guillaume aussi, comment est-ce qu'un dirigeant, et vous-même en tant que dirigeante, peut pratiquer cette notion de courage quand au fond, on va dire, la société autour ne nous encourage pas, si j'ose dire, toujours à prendre des risques, et des vrais risques, et des positions qui sont radicales? C'est une question extrêmement importante, le courage. Alors, j'ai l'impression que les gens courageux ne savent pas qu'ils sont courageux. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'on peut théoriser sur le fait de poser un acte courageux. Simplement, c'est des convictions, c'est des valeurs, c'est des passions. Donc c'est très lié aussi à la façon dont on veut voir advenir quelque chose, si possible positif bien sûr dans le monde. Et par rapport à, si je reviens à mon expérience, notamment sur alors courage, on va bien sûr modérer, mais ça a été de vouloir créer une entreprise, enfin une agence de notation extra-financière, donc en 97, c'est-à-dire c'est quoi la notation extra-financière? C'est-à-dire qu'il y avait une asymétrie totale dans l'appréciation des entreprises sous l'angle justement financier et économique de court terme. Or, les entreprises, c'est aussi des endroits où se gèrent, qui affrontent une multitude de risques sociaux, environnementaux, sociétaux. C'est la vie, c'est la toile du vivant. Et renseigner les investisseurs sur comment ces entreprises, que ce soit au niveau de leur gouvernance et précisément de leur leadership,
comment ces risques-là sont appréhendés, comment est-ce qu'ils sont traités, et puis après, comment cette entreprise se comporte dans la société. Est-ce que c'est une poubelle environnementale? Est-ce que c'est une bombe à retardement social? Est-ce que la gouvernance est toxique ou pas? Ou juste, déconnectée de la réalité? C'est extrêmement important pour savoir si je fais confiance. On revient aussi à la confiance. Donc, quand j'ai voulu créer cette agence de notation permettant de renseigner ces sujets, effectivement, là, il a fallu avoir un peu de courage. Oui, mais je dirais que c'était plus de l'inconscience, si je suis honnête, et beaucoup de naïveté. Donc, voilà, c'est peut-être ça. Mais en tous les cas, je me suis accrochée. Oui, je me suis accrochée. Et c'est vrai que maintenant on n'imaginerait plus appréhender le spectre des activités d'une entreprise, même s'il y a toujours une asymétrie sur les sujets financiers, mais on se dirait, oui, mais bien sûr, il faut savoir ce que cette entreprise fait avec ses parties prenantes. Donc voilà, c'est plutôt avoir une passion et pas mal d'inconscience quand même, parce que les vents contraires sont assez violents. Alors on passe par des phases de découragement, et puis après on se remotive parce que le sujet est passionnant. Voilà, mais il faut de la constance aussi. Voilà, on va dire ça, constance aussi. Il ne faut pas lâcher tout de suite. Merci d'en parler sans faux semblant, je trouve que ça fait du bien. Ça pose aussi la question de la responsabilité. Moi, c'est un point qui m'a beaucoup frappée dans vos deux textes. Geneviève, je dirais qu'on a parfois l'impression, notamment dans Bienvenue en Transhumanie, que nous sommes, nous, êtres humains, un peu captifs de forces, de métaphores, j'ai envie de dire, qui nous emportent et qui vont faire pencher la balance d'un mauvais côté pour nous, en tout cas pas sur le bon chemin, si tant est qu'il y ait le bon et le mauvais. Et vous, Guillaume, au contraire, dans la Société du Lien, on lit quand même la prise d'initiative, c'est ce que vous disiez au départ. Vous avez créé un système dans lequel vous essayez de créer un terreau pour que les gens finalement prennent des responsabilités. Comment vous voyez cette question de la responsabilité qui est très importante pour les dirigeants? Quelle responsabilité je prends en tant que dirigeant et dirigeante pour faire évoluer ce monde? Moi, c'est assez clair. Vous le verrez peut-être si on parle d'inspiration tout à l'heure. La question, au fond, c'est de la vision de l'homme. Est-ce qu'on voit l'homme comme un pur produit de la société, de ses déterminismes? Est-ce qu'on voit l'homme comme un individu tout-puissant qui aurait tous les droits, à qui on devrait tous aider? Ou est-ce qu'on voit l'homme comme, l'homme au sens les hommes et les femmes évidemment, comme une personne qui vit dans une communauté, au carrefour de plusieurs communautés, et qui donc a son rôle à jouer, mais au sein de la nature, d'une communauté humaine, d'une nation, d'une famille. Et donc, nous, clairement, notre vision, je pense, de notre entreprise est inspirée par cette vision, je dirais presque un peu médiane, mais et je pense qu'il faut se méfier de croire que l'homme n'obéit qu'à des déterminismes. Donc demain, c'est pour ça que je parle de prédiction autoréalisatrice, etc. On a encore plein de choses qu'on peut changer. On peut changer du jour au lendemain, je pense, la manière dont beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures fonctionnent. Simplement, l'individu n'est pas tout puissant, il ne peut pas faire tout seul, donc il doit se fédérer dans des écosystèmes. Donc c'est ça, moi, ma vision. Donc responsabilité énorme, mais collective, et une partie d'initiative individuelle qu'il ne faut pas nier, parce que ça serait trop facile, on l'a vu dans l'histoire, il ne suffit pas d'imposer à un moment donné une vision d'en haut, de tout réguler pour régler les problèmes. Geneviève? J'ai l'impression qu'on est prisonnier de jeux de rôle ou de posture. C'est-à-dire personne n'est dupe. On arrive dans des entreprises, personne n'est dupe, donc voilà. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'il y a une grande lucidité dans les limites de ces jeux de rôle qui nous sont imposés, où on doit tous faire semblant de croire que oui, il faut absolument se mobiliser pour ça, sachant qu'on sait très bien que demain ça peut complètement changer, que ça ne repose sur rien, etc. Donc il faut du courage pour pouvoir, je dirais, peut-être appuyer sur le bouton et descendre, pour dire non, ça il faut renoncer à ça, ou ça il ne faut pas le faire comme ça, ou il faut... Mais encore faut-il des systèmes qui l'autorisent, encore des systèmes qui le permettent. Et finalement, la responsabilité du dirigeant dans le leadership, ça serait de donner de la protection ou de la permission pour que ce type de lucidité et de courage puisse s'exprimer. C'est-à-dire que combien de fois, je pense que Guillaume a vécu la même chose, il y a un éléphant sur la table, juste un éléphant monstrueux sur la table, on va discuter de tout sauf de l'éléphant. Voilà. Parce que précisément l'éléphant, c'est sur des sujets qui sont un peu des sujets personnels, humains, ou des sujets qu'il faut régler parce que c'est des sujets complexes.
Et on va continuer à parler dans un verbiage un peu technique ou très institutionnel, et on ne va pas parler de l'éléphant sur la table. Et ça devient grotesque à la fin. Donc, je pense qu'on gagnerait aussi en efficacité. Et s'il y avait des formes de leadership qui permettent d'autoriser des prises de parole, même si elles paraissent peut-être un peu décalées, ben ça ferait énormément de bien, parce que ça libérerait du coup d'autres forces créatrices et d'autres capacités d'imaginer et de faire ensemble. Mais quand on est stérilisé ou quand on est sous une forme de banquise et que, voilà, si les affects, d'ailleurs dans les bons et les mauvais côtés des affects, mais il faut aussi libérer cette parole-là. Et je pense que ça fait peur, en fait. D'où ces jeux de rôle où chacun tient absolument à sa posture et donc à ses privilèges associés à cette posture, même si on sait très bien que tout ça est une très grande vanité. Un petit complément juste par rapport à ça, ça rejoint aussi la question du courage. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai courage, c'est d'affronter les contradictions inhérentes à toute fonction et tout discours. Et quand on a un discours en disant bah voilà, je vais essayer de faire quelque chose de vertueux, eh bien, vous exposez à la fois aux gens qui vont vous dire c'est jamais assez, et puis à ceux qui surtout n'ont pas envie qu'on leur impose de changer leur manière de fonctionner, plutôt une forme de cynisme, et qui vont donc vous exposez beaucoup. Alors que paradoxalement, finalement, voilà, les gens qui ne s'exposent pas, qui n'ont pas de discours sur la transformation nécessaire de leur entreprise, vont être parfois plus tranquilles. On l'a vu avec le cas, c'est pas pour faire une défense, mais mais Emmanuel Faber, on peut pas lui nier le fait qu'il a osé mettre sur la table des contradictions. Et le paradoxe, c'est qu'il souvent, il a à la fois beaucoup d'admirateurs, mais il va aussi avoir des détracteurs, plus que des gens qui ne s'expriment jamais sur ces sujets, qui font rien et qui mériteraient sans doute beaucoup plus d'opprobre que Emmanuel Faber a pu en recevoir. C'est beau cette idée que vous développiez, Geneviève. Ça me fait penser à ce poème de Marianne Williamson cité par Mandela, qui s'appelle Notre plus grande peur, et qui dit à la fin que quand on s'autorise soi, on autorise les autres. On a beaucoup de questions. Je pense que vous êtes impatiente et impatient de pouvoir les poser. Donc on va se tourner vers vous qui êtes là avec nous aujourd'hui. Encore merci pour votre présence. Peut-être pour passer quelques-unes de vos questions. Alors on a Antoine qui nous dit bonjour. Quel est le rôle du cœur dans l'acceptation de nos propres limites ? Comment relier nos organisations à des sources d'information plus sages, conscientes, et dénouer ou dénuer les intérêts de l'ego ? Grande question. Si quelqu'un a la réponse, il peut nous la dire. Je dirais, les sources d'information dénuées de l'ego, c'est peut-être aller dans la pratique, quoi. C'est-à-dire se nourrir de l'observation pratique, pas rentrer dans des considérations peut-être trop idéologiques. Donc nous, typiquement dans la transformation organisationnelle, on prétend pas qu'il y a un modèle d'organisation qui va tout sauver. On prétend juste qu'il y a une philosophie d'essayer de remettre le professionnel au cœur de son travail, de lui donner les clés pour s'organiser, mais ensuite c'est beaucoup de pas à pas, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est s'autoriser l'échec et je pense peut-être éviter des théories toutes faites qui auraient la solution à tout. Merci. Geneviève ? Oui, j'abonde. Pas d'idéologie et de l'expérimentation. Et puis de l'indulgence. Et personne n'est au centre du monde de personne. Donc voilà, pour l'ego maintenant c'est dit. Mais on a tous besoin des uns et des autres pour avancer. Et donc, mais surtout pas d'idéologie et pas d'idées toutes faites. Et puis une dernière chose, il faut toujours penser contre soi. C'est toujours très sain de penser contre soi. Donc essayer de comprendre pourquoi, ça va pas de soi. Ce qu'on pense a l'air merveilleux, mais ça va pas de soi. Donc c'est un peu de bon sens et de salubrité publique. Merci. Et pas devenir sectaire. C'est vrai que c'est toujours compliqué d'essayer de s'engager dans des combats sans devenir sectaire, à penser que tous les autres sont des méchants parce qu'ils ne croient pas à la même chose que vous. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense que chacun a sa manière d'avancer, chacun est en chemin, chacun avance à son rythme, il faut respecter ça. C'est très important. Donc de l'humour. Prendre du recul sur soi. L'humour, ça fait partie de l'intelligence du cœur aussi. Intéressant. On prend peut-être une autre question. Alors Nicolas nous dit bonjour, sujet passionnant, merci Nicolas. Ne pensez-vous pas qu'avec l'emballement de la tech vu comme la grande révolution industrielle depuis 10 ans, nous avons abdiqué tout regard critique et toute éthique de la technologie au profit de son lien direct avec la consommation et la croissance ? Peut-être Geneviève. Oui, c'est évident que ça va dans ce sens-là. Et d'ailleurs, il serait peut-être urgent
que, alors qui, je ne sais pas, qui ou quelle institution puisse parler au nom de la technologie des générations futures. Parce que pour l'instant, on a plutôt comment dirais-je, c'est une grande confusion. On appelle tech tout et n'importe quoi, tout est à plat. On n'a même pas le temps d'évaluer très clairement où est-ce que ça nous mène, est-ce que c'est désirable, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est souhaitable. Tout ça n'est vu qu'à travers des paradigmes de croissance et de transformation radicaux, et on voit que derrière c'est pour ouvrir de nouveaux territoires de croissance et de consommation, et que tout ça est extrêmement une vacuité qui est terrible. Donc ce qu'il faudrait d'urgence, c'est que qui ou quelle institution pourrait reparler au nom de la technologie, mais avec une dimension éthique, ne serait-ce que pour revenir aux faits scientifiques et remettre un peu de place dans tout ce qu'on nous promet. Alors de la vérité scientifique, enfin en tous les cas de la qualité du regard scientifique, et surtout une institution qui pourrait parler au nom de l'éthique. Donc qui sait, je ne sais pas, mais c'est absolument utile. Et cette voix de la technologie, on ne l'entend jamais. Et surtout avec la capacité de penser aux générations qui viennent. Et pour terminer sur cette question, il y a un livre qui était serons-nous de bons ancêtres? Sommes-nous de bons ancêtres? Good Ancestor. Voilà, exactement. Good Ancestor. Voilà, se poser des questions aussi tout simples, de se dire est-ce que les générations futures ont besoin de ça, compte tenu des enjeux? Est-ce que c'est ça la bonne décision? Et comment est-ce qu'on l'éclaire? Déjà, ça ferait beaucoup de bien et ça éviterait cette fuite en avant. Mais cette fuite en avant, elle est justifiée parce que c'est là que les capitaux de demain vont s'investir, parce qu'il faut de tout nouveaux territoires de création de valeur, et que tout ce qui est probable est possible, tout ce qui est possible se fera. Voilà, et ça m'inquiète beaucoup, c'est qu'on n'a pas cette voie-là. Moi, je voudrais juste voir, si on voit le verre à moitié plein, je pense quand même qu'il y a 15 ans, Google était vu comme une entreprise presque libertaire, anarchiste, peu de gens la critiquaient. Il y a 5 ans, Elon Musk était vu comme un génie qui allait sauver le monde. Aujourd'hui, la vision est beaucoup plus nuancée. Récemment, j'ai vu Gaspard Koenig, qui n'était pas spécialement un ennemi du grand capital, dire qu'il fallait interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Moi, je pense qu'il y a quand même des signaux faibles d'une prise de conscience très forte, sans doute un effet de balancier, dont il faut sans doute saisir le momentum pour construire d'autres choses. Mais je pense quand même qu'on est à un moment où, en face de, effectivement, cette surenchère sur la tech, il y a beaucoup de critiques, et de critiques au sens vraiment constructif, je pense, qui émergent et qui peuvent aboutir sur des choses positives quand même. Merci. On va continuer. Je sais que vous avez encore des questions, mais on refera un moment de questions à la fin. Venons-en aussi aux dirigeants. Enfin, vous en avez parlé, on en a déjà parlé, mais c'est important, c'est au cœur de ce que fait effectivement la Heart Leadership University. Est-ce que vous avez songé, j'imagine, un message à faire passer aux dirigeants à travers votre livre? Qu'est-ce que vous vouliez leur dire aux dirigeants et dirigeantes à travers ces 2 livres et puis votre action en général? Quel serait le message clé? Le message clé qui reste à peu près identique 10 ans après, c'est l'homme n'est pas une commodité et l'homme n'est pas superflu. Parce que le risque que l'on en a, c'est l'homme commodité, parce que quand on voit qu'on est les réseaux sociaux, maintenant c'est l'extraction des données personnelles qui est le nouvel Eldorado, donc on est juste on prête nos données à une substance qui va, je ne sais pas où elle va et ni ce qu'elle va faire de ces données, mais qui est censée recréer des espaces de création de valeur. Donc non, on n'est pas une commodité, voilà. Et on n'est pas non plus superflu, parce que cette idée aussi qui est que comme la technologie va de plus en plus prendre le pas sur ce qu'on peut faire, sur nos capacités. Et donc retrouver, au contraire, je partage complètement ce que dit Guillaume, je pense que les entreprises qui seront fécondes en termes d'imaginaire et d'utilité demain seront celles où il y aura vraiment de l'intelligence et différentes formes d'intelligence à l'œuvre, parce que les défis sont juste monstrueux. Donc je ne vois pas quel algorithme pourrait remplacer l'intelligence humaine dans ses expériences et dans toute sa complexité. Donc voilà le message, c'est que l'homme n'est pas une commodité et non, l'homme n'est pas superflu. Moi, mon message, ça serait la devise de Spider-Man, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et avant d'être de Spider-Man, c'était aussi une des devises du comité de salut public. Oui. Donc je ne parle pas de refaire la révolution, évidemment, mais je pense que c'est aujourd'hui une évidence, c'est-à-dire que quand on a la chance, l'opportunité d'avoir entre les mains le formidable outil
de changement sociétal, de changement environnemental, de changement politique qu'est une entreprise, bien on a une responsabilité colossale. Et donc, il faut agir en fonction de cette responsabilité. Voilà, sans voir ça comme une contrainte, mais voir ça comme une opportunité de construire un monde désirable, un monde qu'on aime, dans lequel on a envie que ses enfants, qu'on aime, vivent. Voilà, c'est vraiment ça aujourd'hui, je pense, l'enjeu. Et comment, alors c'est une question que beaucoup de dirigeants et dirigeantes se posent et posent, comment est-ce qu'on relie ce que vous venez de dire, ce monde désirable, ce monde que l'on transmet à nos enfants avec de la joie et de la fierté aussi, de ce qu'on a pu construire, avec la notion de performance et de profit, parce qu'une entreprise, enfin, c'est aussi un autre grand débat, c'est aussi un endroit où on crée du profit et de la valeur. Comment on lie les deux, selon vous? Alors, qui se lance? On commence par changer ce qu'on entend par performance. Donc voilà, on a une vision globale de la performance, mais là j'enfonce des portes ouvertes. Il y a des grands chercheurs, y compris américains, dans les grandes universités, qui ont parlé de performance globale. Et après, si on décline, on peut aller beaucoup plus loin, dans réinventer les normes comptables, les référentiels. C'est évidemment par là, voilà, compter ce qui compte. Je crois que c'est un des modules du parcours du cœur aux actes de la Art Leadership University. Donc voilà, évidemment qu'il faut changer le thermomètre. Oui, là c'est clair que la vision de la performance, en fait, cette vision de la performance très techno-centrée, financièrement centrée, finalement, elle est assez... c'est pas 2000 ans d'histoire, hein. C'est quelque chose d'assez neuf, hein, dans nos vies, donc c'est assez grand et en dur dans nos imaginaires, dans nos pratiques, mais au fond, c'est quelque chose qu'il faut réinitialiser. Moi, j'aime bien le mot réinitialiser. Qu'est-ce qui compte vraiment, et comment... Et on ne peut pas tout mesurer, hein. Attention, il ne faut pas non plus imaginer qu'on peut absolument tout mesurer. Pour autant, on peut tout appréhender. On a vraiment, justement, dans le spectre, dans la capacité de comprendre les enjeux, encore une fois, la sincérité, l'authenticité, l'empathie, la curiosité que l'autre vous témoigne. Ça se mesure pas. Enfin, peut-être qu'on va arriver à le cadrer, à le caractériser, à le qualifier. Mais imaginez qu'on va le mesurer, et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Mais pour autant, encourager ces qualités et les mettre dans un parcours de dirigeant, je pense que ça ferait énormément de bien, parce que les dirigeants qui sont aux manettes aujourd'hui, et encore une fois, sans stigmatiser qui que ce soit, mais ils ont été choisis, ils ont déjà été dans les pouponnières il y a 40 ans, pour des capacités où le leadership éclairé n'était pas forcément la première des qualités. C'était plutôt des cerveaux rationnels, et il en faut. Mais ce qui est bien maintenant, c'est peut-être de reconnaître que la rationalité pure et la mesure pure, compte tenu des enjeux, c'est pas forcément... Enfin, c'est comme marcher sur une jambe. Donc, comment faire en sorte de se réconcilier et de se réconcilier dans l'espace de travail, pas uniquement dans sa sphère privée. Parce qu'il y a vraiment un clivage, il y a très souvent des clivages. On ne s'autorise pas dans sa sphère professionnelle à pouvoir convoquer cette intelligence du cœur, et à la mettre en œuvre, parce que c'est vu comme, c'est plutôt vu, senti comme quelque chose de mineur, voilà, ou de faible, alors qu'au fond, c'est probablement beaucoup plus riche et fécond qu'on ne le pense. Voilà, donc je pense que la mesure, ou sa 57 mesure, ça nous rassure beaucoup, mais là, je ne pense pas que ce soit opérant. Alors, vous parlez de l'intelligence du cœur, on en a parlé, évidemment, c'est le fil rouge aussi de ce moment avec la société du lien. Comment on la définirait, l'intelligence du cœur, pour un dirigeant, et comment concrètement, via quels outils, à votre avis, notamment par rapport à ce que vous dites, Geneviève, le fait que ce n'est pas toujours simple d'assumer cette intelligence, même si on la ressent parce qu'elle vient de l'intérieur, forcément. Comment on s'en empare et comment on la met en œuvre, à votre avis, quand on est dirigeant ou dirigeante? Guillaume, peut-être. Je pense que ça a été verbalisé au sein de la Art Leadership University, mais les 3 sens du mot cœur, savoir, si j'ai bien retenu, empathie, courage, intuition, c'est très important. Parce qu'effectivement, si on ramène tout à l'empathie, on peut avoir peut-être l'impression que si on n'est pas une éponge émotionnelle, on n'a pas d'empathie, donc on n'a rien à voir avec l'intelligence du cœur. Et je pense que c'est pas vrai, parce qu'en fait, y a plein de manières d'être sensible à l'autre. Et puis, on est forcément des développements différents dans ces 3 composantes. Donc, c'est important d'avoir à l'idée ces 3 composantes, notamment la part intuitive, qui est quelque chose de très important dans la démarche d'innovation. Donc, comment on innove au service des autres et non pas dans une approche effectivement ultra cartésienne, uniquement cerveau gauche. Réconcilier les deux.
activer les deux en même temps pour créer de la valeur. Et donc les dirigeants, les outils, si vous aviez un conseil très concret pour basculer là demain après ce regard croisé dans l'intelligence du cœur, la partager aussi avec les équipes, parce qu'il ne s'agit pas que de soi aussi en tant que dirigeant, dirigeante, c'est inspirer, accompagner. Qu'est-ce que vous leur diriez de faire? Quel serait votre conseil? Je dirais que le premier conseil pour en avoir vu aussi dans la sphère privée, c'est d'être, c'est un peu, ça fait vraiment magazine, être vous-même, mais arrêtez d'être clivé. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'avoir deux visages, un peu comme Janus. Alors il y en a qui ont qu'un visage, hein, mais je veux dire pour ceux qui embarquent cette sensibilité, qui ne l'assument pas ou qui ne s'autorisent pas, parce qu'au fond, je pense que c'est au contraire extrêmement riche et c'est pour les équipes, c'est même très puissant parce que c'est juste de l'honnêteté, de la lucidité. Personne n'est omniscient ni omnipotent. Cette idée qu'une seule personne au-dessus de tout va trouver la solution, ça c'est pour moi c'est complètement ça n'existe pas. Donc c'est une pensée magique. Donc c'est pas la peine de tenir cette posture, d'être tout sachant, puissant, non. Et le courage, c'est aussi cette lucidité, cette honnêteté, de dire bon voilà, là je sais pas, mais je vous écoute et si vous avez des bonnes idées, si on arrive ensemble, je serai avec vous et je ferai avec vous et je vous soutiendrai. Ne serait-ce que ça, c'est absolument énorme et ça peut libérer beaucoup d'énergie. Je pense que l'échange entre pairs, et moi je le vois, on a créé un collectif qui s'appelle le collectif L'Humain d'abord, qui accompagne des dirigeants de structures associatives ou privées dans l'aide à domicile. Et en créant des temps d'échange bien organisés, où on parle vraiment du fond, de pourquoi on fait ce métier, quelle est notre vision pour notre organisation, sans aucune arrière-pensée, aucun intérêt, aucune visée de lobbying ou corporative, eh bien on se rend compte qu'on arrive à... C'est extrêmement puissant comme outil, parce que vous avez un effet miroir, vous avez quelque chose qui se crée avec le groupe. Et donc, moi, mon conseil, ça serait d'aller participer à des groupes il y a plein d'associations de dirigeants d'entreprises, mais qui ont vraiment cette visée-là de vous aider à vous développer, et qui ne soient pas des associations uniquement revendicatrices ou autres. On voit bien d'ailleurs que les plus belles expériences professionnelles, quand on demande qu'est-ce qui a fait on se souvient quoi, des sujets où on a été reconnu et donc autorisé à créer et à participer. On a fait partie d'un collectif, il y avait du lien, voilà. Et en plus, on a abouti à quelque chose d'utile. Donc ces trois dynamiques-là, elles sont extrêmement gratifiantes et on voit bien que c'est pas quand c'est cloisonné, extrêmement mesuré à tous les étages et verrouillé, qu'on arrive à ce genre de satisfaction d'avoir participé à un projet commun qui avait du souffle, à défaut de cœur, qui avait du souffle et qui a été utile et dont on est fier parce qu'on l'a fait ensemble. Ouais, ça donne très envie. On arrive à la fin. On a encore quelques minutes, bien sûr, de ce rendez-vous, de ce partage. On prendra quelques questions, mais avant, on va zoomer sur ce petit moment qui nous tient à cœur, qui s'appelle Au cœur des livres, parce qu'ici, on parle aussi de livres, de votre vision à travers vos livres. Alors, un peu rapidement, ce qui vous vient comme ça spontanément, à quoi ressemble votre bibliothèque, Geneviève ? Alors, ma bibliothèque, c'est plutôt joyeux, ça ressemble à un grand mur. C'est un grand mur, et puis c'est de l'archéologie, c'est les livres dont je ne me séparerai jamais, qui ont été fondateurs, et mes coups de cœur, les livres que j'ai achetés récemment, puis ça va de la BD à des essais, en passant par des romans, quelques beaux livres de photos. Donc, c'est assez improbable, il n'y a que moi qui peux m'y retrouver, mais c'est plutôt... Enfin, moi, en tous les cas, ça me met en joie de la voir, donc voilà. Ça fait plaisir de vous entendre là-dessus. Guillaume ? Pareil, un peu de tout, un petit peu de fiction très classique, des grands romans initiatiques, historiques, et sinon pas mal de non-fiction, des livres d'histoire, un petit peu de philosophie. Donc voilà. Un mélange aussi. Oui, un mélange, et justement pas mal de gens qui ont essayé de penser, je pense, l'être humain en dehors des réductionnismes idéologiques, technologiques, des gens comme Jacques Ellul par exemple. Le livre que tout dirigeant ou dirigeante devrait emporter sur une île déserte, à votre avis, Geneviève ? Alors, si on est sur l'île déserte, c'est que, je n'imagine pas. Je pourrais en tenter deux, je dirais les frères Karamazov, et puis toute l'œuvre de Thoreau. La simplicité de Thoreau, voilà, c'est très bien. Sur une île déserte, il faut être... Donc voilà, les frères Karamazov quand même pour réfléchir, et peut-être Thoreau pour simplement accepter qu'on est sur une île déserte et qu'on peut y faire des merveilles. Moi, je vais en citer deux aussi. Donc, un livre plus pratique mais très inspirant, Navi Rajdou, Jugaad Innovation, parce qu'à la fois
Ça peut aider à comment on innove sous la contrainte. L'île déserte, c'est une bonne contrainte, donc je pense que ça peut être très pratique. Et en même temps, c'est un livre qui parle aussi beaucoup d'intelligence du cœur. Et puis un livre alors plus philosophique qui peut aider à penser sa condition, ça serait L'Enracinement de Simone Weil. Ouais. Très belle référence. Le meilleur livre, selon vous, pour faire découvrir l'intelligence du cœur à un dirigeant, une dirigeante? Alors justement, pour moi, c'est La pesanteur et la grâce de Simone Weil. C'est vraiment celui-là que je recommanderais. C'est un magnifique livre, très c'est très vraiment bon. celui que j'ai le plus donné, offert, et je le relis toujours. Je dirais ça, La pesanteur et la grâce. Alors moi, il y a un livre, mais c'est le film que je retiendrai sur l'intelligence du cœur que je trouve extraordinaire. C'est La vie est belle, mais de 1946 de Franz Capra, qui est une parabole sur l'entrepreneuriat en fait inspiré par l'intelligence du cœur, avec James Stewart dans le rôle d'un banquier qui travaille vraiment pour sa ville, pour ses clients, et qui s'oppose à un banquier qui est justement dans une logique plus de prédation. Et je pense que ce film, c'est très intéressant parce que c'est vraiment une parabole pour une allégorie de l'intelligence du cœur. Merci. Et une question issue du fameux questionnaire de Proust, vous connaissez, du tac au tac. Votre devise en tant que dirigeante, Geneviève? En tant que dirigeante, je dirais il est trop tard pour être pessimiste. Formidable. Guillaume? Moi j'aimais bien, c'est un peu la même chose. L'espérance est un risque à courir. Très beau. C'est de vous? Non, c'est de Bernanos. Merci. Ou ni révolté ni satisfait. Ouais. Très beau, merci beaucoup. Je propose que l'on passe aux questions. On avait encore des questions des personnes qui sont là. Merci d'être parmi nous. Jean-Claude nous dit: comment inclure l'empathie dans l'entreprise quand celle-ci est confrontée à la mondialisation, donc au problème des coûts de production vis-à-vis de ses concurrents? Et oui, la concurrence existe, effectivement. C'est un peu il faut toujours se souvenir qu'on vit dans un monde contraint. Après, c'est le rapport justement à la croissance, au projet de société, au projet d'entreprise. Effectivement, si c'est pour être dans le grand jeu de la mondialisation et vivre la croissance avec les mêmes paramètres, c'est vrai que c'est compliqué d'avancer, de promouvoir l'empathie. Mais pour autant, si on veut affirmer sa singularité et penser qu'on va quand même avoir de l'impact, on sera rentable, c'est-à-dire qu'on aura une rentabilité. Mais peut-être que on prend, c'est un risque calculé qui est de dire je fais confiance à mes convictions, j'ai envie de créer cette entreprise-là avec ses valeurs, et je pense, et là, c'est vrai que si c'est fait avec beaucoup de sincérité et de professionnalisme, ça peut très bien marcher. Mais j'ai bien conscience que là, on n'est pas dans un chemin de rose. Ouais. Mais je pense que c'est effectivement se concentrer peut-être plus sur le chemin que sur l'objectif. C'est-à-dire que vous n'allez pas du jour au lendemain régler le problème des conditions de travail dans vos usines à l'autre bout du monde si vous en avez. Par contre, laissez vos collaborateurs essayer d'exprimer leurs convictions profondes dans leur travail, de ne pas avoir un mois pour la maison et un mois pour le boulot. Eh bien, je pense que ça va créer une réaction en chaîne où vos équipes vont chercher à mettre de la cohérence dans tout ce qu'elles font et, in fine, trouver les solutions. Enfin, en tout cas, c'est mon espoir, trouver les solutions pour peut-être créer un chemin de transformation. Enfin, on le voit à l'œuvre dans beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, d'entreprises comme la Camif ou autre, où en fait, au bout d'un moment, vous créez un chemin de transformation, mais il ne faut pas se concentrer. Il faut se concentrer, on aille plus sur le chemin que sur l'objectif. C'est un peu comme dans le sport. Si vous vous concentrez sur l'objectif, vous échouez généralement. Oui, c'est vraiment le cheminement dont on parlait tout à l'heure. Une autre question? Il y en a de très nombreuses. On va essayer d'en prendre le plus possible, si l'on peut. Michel nous dit: concernant la société du lien ou des liens, quelle relation de lien entre l'être humain et la nature? Effectivement, grande question. N'est-ce pas ce manque de lien qui nous embarque dans un monde déconnecté à deux niveaux, celui des humains et des humains en termes de vie avec majuscule? Merci Michel. Alors là, c'est une question, on pourrait y passer 15 jours en séminaire. Donc on ne va pas le faire, mais c'est une question centrale, et c'est d'ailleurs, ça rejoint aussi au numérique, à la tech, au monde virtuel qui se prépare. Et la grande séparation avec le vivant, c'est ça la transhumanie, c'est cette idée de s'extraire de la toile du vivant qui est perçue comme quelque chose de très souhaitable pour certains, et d'autres vraiment d'une vision absolument apocalyptique. Là, peut-être que tout simplement se dire qu'on vit dans des limites terrestres, dans des processus biologiques qui nous portent et dont on fait partie,
ça nous amènera à donner des priorités, à revoir nos priorités de façon urgente sur la nécessité. C'est même plus, ce serait sympathique de garder le lien avec la nature, c'est tout simplement que c'est impératif. C'est impératif. Donc, simplement, on l'oublie parce que c'est encore de l'ordre de l'évidence. Et donc, se me rappeler comme un mantra qu'on fait partie du vivant et qu'on est dans la toile du vivant et que ce n'est pas une option. Peut-être que ça serait déjà un bon commencement. Guillaume. Oui, et puis essayer de la société du lien, c'est forcément une vision intégrée. Enfin, dès qu'on utilise le terme nature, déjà, on a une vision très ethnocentrée, sans doute, d'une nature qui serait séparée de l'homme. Si on parle de société du lien, c'est une écologie du lien. Et évidemment, le lien, c'est le lien entre les individus, le lien avec la nature, c'est qu'un tout. C'est très compliqué, parce qu'on n'est pas du tout formaté pour le voir comme ça. Mais c'est sans doute vers quoi il faut tendre, arriver à voir tout ça comme un tout. Parce qu'à l'inverse, si on voit l'écologie que comme des indicateurs à améliorer, eh bien, on passe à côté de beaucoup de choses aussi. Dans tous les projets, c'est comment on voit aussi le lien social avec les impacts sur la nature comme un tout à optimiser. Mais ça demande là, on est obligé vraiment de rentrer dans l'intelligence du cœur et dans l'intuition, parce que tout ça n'est pas complètement rationalisable avec uniquement des indicateurs, à mon avis. Oui, c'est ça, tel qu'on les connaît habituellement. Peut-être une dernière question. Une question d'Anne. L'intelligence du cœur est-elle innée ou peut-elle être renforcée pour un dirigeant? Qu'est-ce qui pourrait aider à faire plus émerger la société du lien? Belle question. Est-ce qu'elle est innée? Alors, je pense qu'il y en a qui ont des aptitudes un peu plus fortes, mais probablement que ça s'autorise. J'ai envie de dire que ça s'autorise, ça se cultive, ça s'assume, et ça peut même se revendiquer. Alors, certaines personnes partent de plus loin, mais je ne vois pas, à part des... Oui, il y en a qui ont plus ou moins d'aptitudes, mais c'est plutôt une question d'assumer et d'y aller, de le cultiver, pour moi. Surtout au niveau du leadership. Et je crois qu'il y a un manque criant là-dessus. C'est pour ça que le programme de la HLU est très innovant dans ce sens, parce que ça ouvre une brèche dans quelque chose qui pour l'instant était plus probablement vu sous forme de coaching personnel ou mais c'est un sujet absolument majeur, quoi. Vu les enjeux qu'il y a, il faut qu'on mobilise absolument toutes nos capacités cognitives et dont cette intelligence du cœur oui, on l'a en nous. Pour moi, elle est innée quand même. Heureusement, c'est vraiment une foi dans l'être humain, c'est inné chez chacun d'entre nous. Évidemment que ça se cultive grâce à l'éducation. La réponse est presque dans la question, mais aussi un travail global, effectivement, sur les imaginaires de leadership, où aujourd'hui, on partage ici cette conviction, mais on vit dans un monde qui a tendance à glorifier des leaders qui parfois ne sont pas du tout des leaders de l'intelligence du cœur. Donc y compris dans notre recul historique qu'on a sur le monde qui nous a précédés. Et donc il y a aussi un travail de créer un peu un roman au sens un récit historique, mais basé sur des faits réels qui mettent en avant beaucoup de choses positives dans le monde aujourd'hui qui ont été construites en réalité par des gens qui avaient cette intelligence du cœur, et donc les mettre en avant dans les cours. C'est pas uniquement dans les business schools, c'est aussi dans tous les programmes scolaires, pour changer le regard sur le pouvoir, le leadership. Et les figures du pouvoir, qui effectivement sont très stéréotypées. Merci beaucoup. C'était Regard croisé, le premier regard croisé de la Heart Leadership University avec Guillaume Desnaux. Merci infiniment, et Geneviève Ferron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour toutes vos questions, mais j'imagine que des échanges se poursuivront au-delà de ce moment. 2 informations pour vous. D'abord, le prochain webinaire est prévu le 18 janvier à 13h30. Avec Fabrice Bonifay, qui est directeur du développement durable de Bouygues et qui a écrit un ouvrage L'entreprise contributive, et Hélène Lethénault, qui est directrice de la Jean-Noël Torel Fondation et qui a écrit L'écologie, un modèle de société. Ça va être passionnant. Vous pouvez, pour vous inscrire dès maintenant, cliquer en haut de votre écran. Vous avez un bouton « Inscrivez-vous ». C'est simple, c'est direct. Et enfin, si vous avez des questions sur le parcours dont on a parlé du cœur aux actes de la Heart Leadership University, soyez les bienvenus pour nous contacter après ce regard croisé. Merci encore d'avoir été là. Je retiens la leçon aussi de l'optimisme, même si le diagnostic est sombre, qu'il y a des menaces, on peut être optimiste et continuer à cheminer. À bientôt, prenez soin de vous. Merci beaucoup.